Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission de TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique chaque semaine avec Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jules. Vous êtes bien Alors lointain. une émission encore une fois un petit peu spéciale puisque je suis chez moi, confiné non pas pour des raisons de Covid mais plutôt pour des raisons de grève SNCF et de problèmes de train. Tout ceci sera bien évidemment réglé la semaine prochaine. Voilà, je vous propose donc de passer au sommaire. Alors tout d'abord, notre image de la semaine est celle de ces agriculteurs néerlandais qui se révoltent depuis maintenant plus de 2 semaines contre une mesure qui menace leur métier. Vous n'en entendrez pas parler dans les médias et c'est pourtant notre image de la semaine. Macron fait son narcisse sur France 2. Le président a multiplié les mises en scène par le passé et a récidivé cette semaine avec la parution d'un reportage France TV nommé « Un président, l'Europe et la guerre » que nous allons décrypter en profondeur ensemble. Dans notre revue de presse hebdomadaire, nous mentionnerons le rapatriement des djihadistes français, le remaniement du gouvernement, un scandale de censure chez Paris Match et bien d'autres choses. Donc restez avec nous. Et enfin, nous nous intéresserons dans notre dernier sujet de la semaine aux travaux très intéressants de Logim et de Nicolas Faure sur la surreprésentation de la diversité dans la publicité. Immédiat numéro 343, c'est parti. Avez-vous entendu parler des manifestations néerlandaises qui mobilisent maintenant des dizaines de milliers d'agriculteurs en protestation contre les nouvelles mesures anti-agricoles de leur gouvernement ? Eh bien, si vous ne suivez que les médias de grand chemin, certainement pas. C'est notre image de la semaine, on regarde ça tout de suite ensemble. Zo, je nog helemaal wapen. Kankerwagon! Oh, kankerwaggons! Je sparen het! Fucking mafkezen! Alors Jean-Yves, sur ces différentes images que nous avons pu glaner principalement sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc., on peut voir tout d'abord plusieurs choses, un mouvement de foule et de rassemblement fort avec des dizaines de milliers de participants, des blocages traditionnels d'autoroutes avec des tracteurs, etc., et des dégradations de bâtiments administratifs, mais on y voit également des images beaucoup plus choquantes, comme le tir à balles réelles par des policiers sur des agriculteurs manifestement pacifiques dans des voitures ou dans des tracteurs. Ou encore des images de pénurie dans certains supermarchés néerlandais. C'est quand même une image absolument invraisemblable, spectaculaire, qui nous vient des Pays-Bas et dont on ne parle absolument pas dans les médias français. Alors, on a là, de manière exemplaire, la meilleure des informations, comme je le dis régulièrement, la désinformation par occultation. Parce que c'est effectivement des événements très importants qui se passent aux Pays-Bas, qui est un pays quand même globalement plutôt calme, or qui là est en situation de quasi-insurrection, en tout cas
entre d'un côté les forces gouvernementales et de l'autre les agriculteurs qui sont rejoints par les pêcheurs. Donc c'est un événement majeur qui se passe à 200 km des frontières françaises, et alors qu'on va parler parfois d'un fait divers aux États-Unis, on ne parle pas de ces manifestations qui sont très importantes. On ne trouve rien dans les médias français. Il faut aller du côté de la libre Belgique pour trouver dans la presse écrite francophone quelques informations, en dehors d'un article paru dans la France agricole il y a une quinzaine de jours, à partir d'une dépêche AFP. Donc il y a véritablement là une carence totale de l'information française, comme il y avait eu d'ailleurs dans le mouvement des camionneurs au Canada. Enfin, le Canada, c'est un peu plus loin. Là, c'est à nos portes. C'est à nos portes, Jean-Yves, et vous dites quelque chose d'intéressant, c'est que les Pays-Bas sont un pays plutôt calme de manière générale, qui connaît peu de manifestations. On se souvient quand même des images assez choquantes de violences policières à l'encontre des manifestants anti-pass et anti-mesures sanitaires quand même. Voilà, et puis une petite mention spéciale tout de même à Ouest France, qui est le seul média de grande diffusion, de grand chemin, comme vous les appelez parfois, à avoir traité cette affaire au niveau national. Bon, bah oui, bien à Ouest France, effectivement, ils sont effectivement concernés eux-mêmes par les questions agricoles. Vous avez raison de rappeler qu'il y avait eu aussi une répression violente à l'époque du Covid aux Pays-Bas, mais aussi bien cette répression, aussi bien cette répression anti-Covid que cette répression anti-agricole, c'est quand même un phénomène nouveau aux Pays-Bas. Oui, c'est vrai. Même s'il y a le précédent Covid, ce sont des phénomènes récents qui tendent à montrer quand même qu'il y a dans différents pays européens, occidentaux, une certaine révolte contre les oligarchies dirigeantes. Tout à fait juste, merci beaucoup Jean-Yves. On passe tout de suite à notre premier sujet de la semaine. Macron fait son Narcisse sur France 2, où nous allons décrypter avec vous et pour vous un long reportage, un documentaire de 2 heures de France 2, paru la semaine dernière, qui fait l'éloge bien sûr de Macron et de son rôle dans la crise ukrainienne. On y passe tout de suite. Alors vous et moi, chers spectateurs, savons qu'Emmanuel Macron est un adepte régulier des apparitions médias trafiquées et des mises en scène grotesques et narcissiques de sa personne. En témoignent par exemple ses vidéos de campagne pendant la campagne présidentielle, ou encore ses séries de portraits photos dont le monde entier a ri lorsqu'il échangeait par téléphone avec Zelensky. Je vous propose d'analyser avec nous donc un monument, vraiment un monument, un chef-d'œuvre de la propagande de guerre paru la semaine passée, qui se nomme Un président, l'Europe et la guerre, qu'on doit bien sûr à France 2, le service public comme d'habitude. Tout de suite, on regarde une mise en bouche. La guerre vue de l'Élysée. Volodymyr, c'est Emmanuel à l'appareil. Une caméra au cœur du pouvoir pour comprendre les 5 mois qui ont changé la face de l'Europe. Les temps tragiques de l'histoire reviennent. C'est d'une gravité extraordinaire. Ils ont le culot de faire la guerre, mais pas le courage de parler. Ça va sur l'image ? Le moindre dérapage peut rendre une situation irréversible. Là, il y a un débat qui est très vif sur la question du gaz et du pétrole. Ne cédons rien de notre unité. Emmanuel, так что я не знаю, чего. Сепаратисты, конечно, можете... Alors, tout d'abord, peut-être un mot sur la forme, Jean-Yves, du documentaire. On comprend dès le visionnage de la bande-annonce, que on est plongé dans une ambiance un petit peu polar, dans une ambiance apocalyptique, qui va donner des frissons au téléspectateur et qui va lui faire peur finalement. Oui, alors tout est fabriqué, hein, y compris la scène où on le filme sur fond noir dans la voiture. Alors tout ça n'est pas complètement nouveau. C'est la tendance qui commence à y avoir dans les médias et chez les hommes politiques, il faut bien le dire, d'immerger en quelque sorte des caméras dans leur réunion de travail. Sauf que quand on immerge une caméra dans une réunion de travail, ce n'est plus vraiment une réunion de travail, c'est du cinéma.
Et on le voit très bien dans un certain nombre de scènes où Macron est là, entouré de ses collaborateurs. Ces collaborateurs, ils savent qu'ils sont là en représentation, en fiction, puisque les vraies décisions, les vraies réflexions doivent pouvoir se tenir en toute liberté, sans avoir la contrainte de savoir quelle image cela peut donner. Et donc on a là une transformation du processus de décision et de représentation, un mélange des genres, une docu-fiction, effectivement, qui reprend, comme vous l'avez dit, un certain nombre de codes des séries ou un certain nombre de codes des polars. C'est plus de l'information, c'est une forme assez moderne, il faut le dire, de propagande. Ce qui m'avait marqué pendant le premier visionnage de ce documentaire, c'est, vous savez, ces effets visuels et sonores qui rappellent vraiment les films d'espionnage avec le compte à rebours, les jours qui s'écoulent à l'écran avant l'apogée du film, c'est-à-dire l'élément déclencheur, la grande crise mondiale. On voit également qu'ils en font des tonnes, on va dire, au niveau de la réalisation du documentaire. Je vous montre par exemple à l'écran cet effet qui paraît être artisanal, un effet de prise sur le vif de l'image qui donne un aspect plus naturel, mais qui, je pense, en réalité est tout à fait calculé. C'est cet effet de caméra embarquée, vous voyez, ces mouvements brusques de la caméra qui rappellent finalement le reportage de terrain, la caméra cachée finalement. Tout ça fait penser vraiment à une réalisation un petit peu maladroite, des scènes angoissantes qui sont juxtaposées parfois avec des lenteurs abominables et des interventions un petit peu sans intérêt. Voilà, tout ça diffusé à 1 heure de grande écoute, Jean-Yves, c'est notable. C'est notable, c'est d'autant plus notable que Macron s'est gardé de faire des émissions longues ou de répondre aux questions pendant la campagne électorale. Et maintenant que la campagne électorale est finie, il se remet en scène. Il y a d'ailleurs dans ce film, dans ce docu-fiction, encore une fois, il y a des éléments extrêmement choquants, notamment quand il filme et il sort à l'extérieur une discussion qu'il a avec Vladimir Poutine. Il y a quand même un certain nombre de règles en matière de diplomatie qui supposent un minimum de discrétion, parce que quand Macron publie sa mise en scène de discussion avec un chef d'État étranger, ça veut dire que désormais, à chaque fois qu'il aura un chef d'État étranger au téléphone, celui-ci se demandera comment il doit parler. Est-ce qu'il doit parler directement à Macron et uniquement avec Macron, ou est-ce qu'il est là pour la galerie ? C'est extrêmement grave, parce que il se décrédibilise et il décrédibilise la France sur la scène diplomatique. Voilà, ça a fait réagir notamment le Kremlin. Certains articles de presse française nous apprennent, par exemple, que Moscou s'offusque d'une violation de l'étiquette diplomatique, justement, après la publication d'un entretien entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Tout ça peut amener finalement à une sorte de crise diplomatique, non seulement avec nos ennemis de circonstance, par exemple la Russie, mais également, pourquoi pas, avec nos alliés. Non moins de circonstances. Entre Macron et Vladimir Poutine n'a pas été la seule à être mise en scène dans ce documentaire. On a également des discussions entre Macron et Boris Johnson, entre Macron et Zelensky, entre Macron et Olaf Scholz, le chancelier de l'Allemagne. Olaf, hello Emmanuel. How are you? Busy all the day, as you are. Oui, bonsoir, Monsieur le Président. Je vous transfère dans la conférence avec le Président Zelensky. C'est très gentil.
Alors, comment vas-tu? Volodymyr, c'est Emmanuel à l'appareil. Voilà, tout est mis en scène pour valoriser Macron au détriment finalement des intérêts français les plus basiques et les plus vitaux. Alors, je crois que sur le fond, il y a toujours eu dans l'activité politique une partie représentation. Mais là, et puis il y a une partie décision, préparation des décisions. Là, on assiste à une espèce de fusion artificielle entre la décision, la discussion, la négociation et la représentation. Et ça, c'est tout à fait contraire à un bon fonctionnement des choses. C'est-à-dire qu'il y ait une mise en scène quand il y a un voyage officiel, au niveau de la réception, au niveau de l'accueil du chef d'État étranger et tout, c'est normal. Mais après, il y a la part sinon pour le secret, du moins pour la discrétion. Ce qui est important également de relever dans ce documentaire, Jean-Yves, peut-être, c'est la narration, le ton employé, les formules utilisées. On nous explique à plusieurs reprises que Macron était sur le point d'appuyer sur le bouton nucléaire et qu'il a évité une crise mondiale. On rappelle le spectre finalement possible d'une guerre nucléaire à plusieurs reprises. Et on tient un propos aussi très dans l'air du temps, si je puis dire, Jean-Yves, hein, des propos très européens. On comprend avec le reportage finalement que c'est l'Union européenne qui empêche la guerre et qui conjure même une division Est-Ouest, selon les propos d'Emmanuel Macron. L'Ukraine a demandé à rejoindre l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on dit? On a envie de dire oui, forcément. Parce que je veux bâtir une Union européenne et ne pas laisser s'installer une division Est-Ouest. On nous dépeint un portrait d'une France qui agit par charité envers l'Ukraine, une image d'un président médiateur et arbitre, mais aussi un petit peu calculateur, qui a un fin jeu diplomatique. Voilà, tout ça, c'est de la propagande qui rentre dans les esprits. Je vous cite un chiffre tout simple, c'est 2 214 000 spectateurs pendant le visionnage qui ont visionné ce documentaire le soir de sa parution. C'est près de 12% des parts d'audience de cette soirée-là dans le paysage télévisuel. C'est tout de même inquiétant de voir l'information qui dérive à ce point vers la fiction et la narration pro-gouvernementale, Jean-Yves. Oui, et en fait, c'est peut-être toute l'action de Macron qui est une fiction. De sages paroles à méditer pour nos spectateurs. Je pense qu'on en a fini avec ce sujet. Je vous invite, je ne sais pas si vous aurez le courage de regarder en entier ce documentaire, mais je vous invite tout de même à en regarder quelques passages. Nous sommes limités par, vous le savez, les lois et les règles YouTube édictées par les GAFAM en matière de copyright et de droit d'auteur. Donc on n'a pas pu vous passer des extraits plus longs que ça. Mais c'est tout de même très intéressant si vous voulez comprendre un petit peu les mécanismes justement de propagande des médias de grand chemin. En attendant, on passe tout de suite à notre revue de presse de la semaine. Restez avec nous. Qui est vraiment le cardinal Sarah ? Se demandait Paris Match avec sa une d'hier. Mais que fait un prélat de l'Église catholique en couverture de notre magazine a rétorqué très rapidement la Société des journalistes de Paris Match. Vous avez la une à l'écran en question, qui est vraiment le cardinal Sarah. On a une légende, un homme d'influence et de paix. On peut consulter sur le site, par exemple, la légende initiale de la une. Le cardinal le plus respecté d'Afrique, nous dit-on, c'est un homme humble et discret, dont les livres atteignent des tirages records, et qui veille à un strict respect de la liturgie et de la théologie classique. Voilà, c'est la description que fait Paris Match initialement, et encore à ce jour d'ailleurs, du cardinal Sarah.
Mais la Société des journalistes, qui s'apparente à une sorte de syndicat finalement au sein de la rédaction, s'est tout de suite indignée dans un communiqué. La Société des journalistes de Paris Match s'indigne du choix de mettre le cardinal Sarah en couverture du magazine cette semaine. Ce prélat se définit lui-même comme radical et défendant des positions très clivantes. Ce choix de une ne correspond pas à la ligne éditoriale du journal. Nous craignons également que cette couverture nuise à l'image de Paris Match. Nous nous inquiétons que les positions les plus controversées du cardinal Sarah aient été passées sous silence. La rédaction proteste donc contre cette ingérence de la direction du groupe dans les choix éditoriaux de Paris Match. Jean-Yves, c'est un petit peu le scénario inverse ou un petit peu analogue finalement qu'on avait connu avec Kretinsky qui revoyait lui-même la une de Marianne, vous savez, lors de l'entre-deux tours présidentiel entre Macron et Marine Le Pen. Oui, Kretinsky d'ailleurs, dont la fortune va augmenter avec la réouverture des centrales au charbon. Donc il pourra racheter d'autres journaux grâce à la réouverture des centrales au charbon. Passons sur Kretinsky. Ce qui est intéressant quand même dans la déclaration de la Société des journalistes de Paris Match, c'est qu'il parle de ligne éditoriale. Il parle de ligne éditoriale et au fond, ce qu'il reproche à la direction, c'est d'avoir une ligne éditoriale qui pourrait être différente de la leur. Et on voit très bien que ce qui les choque dans l'affaire, c'est pas que la couverture soit consacrée à un prélat africain, mais ce qui les choque, c'est que ce prélat africain a des positions, on va dire, tout simplement catholiques ou peut-être conservatrices. Et donc, c'est ce qu'ils appellent les positions controversées. Donc, en fait, ce qui reproche finalement, c'est l'introduction d'un peu de pluralisme dans Paris Match, avec un point de vue qui n'est pas forcément le même que celui que la rédaction impose semaine après semaine. Donc ce qu'ils refusent, faut bien voir que ce que ces syndicats de journalistes refusent, on a pu voir la même chose aussi dans certains cas de la part des journalistes du Figaro, ce qu'ils refusent, c'est qu'il y ait une certaine diversité de points de vue qui s'expriment dans leur journal. Ils ont la vérité, ils sont le bien, personne d'autre ne doit s'exprimer. Il est évident que Bolloré ne l'entend pas de cette manière. Et quand il prend le contrôle d'un journal, il considère qu'il est aussi légitime que les journalistes de base pour faire qu'il y ait des points de vue un peu variés qui s'expriment dans le journal en question, que ce soit Europe 1, que ce soit Paris Match, voilà. Et en tout cas, c'est un petit peu nouveau dans le format magazine, mis à part Valeurs Actuelles. Finalement, on a peu de magazines de très grande distribution qui sont conciliants de manière générale avec tout ce qui touche à l'Église catholique et plus largement les valeurs, les idées conservatrices qu'ils dépeignent justement de controversés ou de réactionnaires. C'est tout à fait juste, Jean-Yves. En attendant, ces derniers temps, Jean-Yves, j'ai l'impression que les temps forts médiatiques se ressemblent de plus en plus, Jean-Yves. Éric Coquerel, député insoumis, a obtenu le poste clé de président de la Commission des Finances en fin de semaine dernière. Les médias ont tout de suite sauté sur l'occasion, finalement, pour pimenter sauter, c'est le cas de le dire. Comment ? Sauter, c'est le cas de le dire. Allez-y. Je pense que c'est à la fois pour votre esprit fin et votre humour grivois que les spectateurs reviennent chaque semaine, Jean-Yves. Vous nous régalez, comme diraient les jeunes. Alors, justement, les médias ont tout de suite sauté sur l'occasion pour pimenter cet événement qui, bien qu'il soit d'importance, finalement, on ne va pas se le cacher, ne vend pas de rêve non plus au public français. L'insoumis Éric Coquerel accède à la présidence de la Commission des Finances. Vous verrez, c'est un drame en plusieurs actes. Accusation de harcèlement, Sophie Tissier a porté plainte contre Éric Coquerel. Tout de suite, finalement, ces accusations vieilles un petit peu de viol, d'agression sexuelle qui ressortent. La militante Sophie Tissier a porté plainte. Elle dit s'être sentie comme une proie face à l'élu lors d'une soirée en 2014, lorsque la France Insoumise était encore le parti de gauche. Je vous apprends un article de France Info. Elle aurait affirmé lors d'une soirée en 2014 qu'Éric Coquerel l'avait touchée jusqu'à effleurer ses fesses avant de lui envoyer des SMS insistants. C'était horrible, j'étais très mal à l'aise, dit-elle. Petit à petit, il y a eu des gestes déplacés, des mains baladeuses. Il se collait à moi et je lui ai signifié. J'attends d'être entendu qu'Éric Coquerel puisse être finalement reconnu coupable ou reconnaisse du moins ses comportements. Jean-Yves,
j'ai l'impression qu'on a ces informations toutes les semaines, des accusations face à des ministres, face à des présidents de commissions de finances, face à de nouveaux élus, qui sont généralement de caractère scabreux et sexuel. Oui, et quand même, objectivement, rarement de manière pénale, mais le simple fait de dénoncer des faits souvent anciens, en fait, et qui auraient pu se régler sur le moment par une paire de baffes, à l'ancienne, mais non, ça ressort 8 ans, 10 ans, 20 ans après. Bon, alors, mais vous savez, Coquerel, c'est un homme de gauche, un homme d'extrême gauche de la France insoumise. Il va pas se laisser intimider, il ne démissionnera pas. Voilà. Et personne ne peut le démissionner parce qu'il a été élu à la présidence de cette commission. Donc, ça passera parce qu'il ne cédera pas à cette forme de diabolisation. Voilà. Mais il aurait raison d'ailleurs de ne pas le faire, de ne pas céder à cette diabolisation et à ce phénomène finalement de procès bien sûr, mais il le fera naturellement parce que sans procès. Il le fera naturellement parce qu'un militant d'extrême gauche, il est rompu à ce type de guerre, alors que quelqu'un de droite ou plus conservateur et tout, d'abord il aura une pression plus forte, et puis il finira très souvent par céder, alors que le militant d'extrême gauche structuré, ce qui est le cas de Coquerel, il laissera passer le temps et il ne pliera pas. Enfin, en tout cas, c'est mon pronostic. Bah écoutez, on vérifiera à l'avenir si vos prédictions ont été justes. En attendant, Éric Coquerel, c'est pas le seul membre de LFI à avoir attiré l'attention médiatique cette semaine, Jean-Yves. Taha Bouaf est sorti du silence dans lequel il s'était emmuré depuis l'annonce du retrait de sa candidature aux législatives. Peut-être une petite rétrospective avant sur ce qui s'est passé avec Taha Bouaf. On en avait parlé dans une émission précédente, je le sais. Il avait tout d'abord, il était candidat aux élections législatives pour la commune de Vénissieux, du moins la circonscription qui encadrait la commune de Vénissieux dans la banlieue lyonnaise, et il avait retiré abruptement sa candidature dans un communiqué en expliquant qu'il encaissait une tempête d'attaques sans précédent de la part de l'extrême droite et que chaque jour, une nouvelle insulte et une nouvelle menace de mort et une nouvelle accusation finalement venaient s'enchaîner les unes sur les autres. Les médias avaient globalement repris sa version des faits, sans la questionner dans les premiers jours, en expliquant qu'il était victime d'une cabale d'extrême droite. C'était la version également du parti La France Insoumise, notamment soutenue par Clémentine Autain et Jean-Luc Mélenchon. Taha Bouaf, ce qui est assez curieux, a décidé de prendre la parole, finalement, ces jours derniers, en expliquant dans un communiqué que Clémentine Autain lui aurait annoncé que la décision avait été prise de le désinvestir de sa candidature aux élections législatives pour des causes d'accusation en interne d'agressions sexuelles qui ont été formulées à son encontre. Il décrit un processus de justice interne tout à fait opaque et inéquitable. On veut bien le croire là-dessus, finalement, Jean-Yves, sur ce point. Et ensuite, finalement, il y a le démenti de Mathilde Panot et de Clémentine Autain, les personnes concernées, qui avaient tout d'abord expliqué que la raison du retrait de candidature de Taha Bouaf était celui du racisme de l'opposition. Est-ce que Clémentine Autain a, oui ou non, suggéré à Taha Bouaf de dire qu'il se retirait à cause des attaques racistes, ce qui est faux donc, des attaques racistes qu'il subissait de la droite et de l'extrême droite. Nous avons dit à Taha Bouaf que nous ne dirons pas publiquement pourquoi est-ce qu'il n'était pas investi candidat. Que Clémentine Autain lui a suggéré, est-ce que vous lui avez toutes les deux suggéré de dire qu'il se retirait parce qu'il était victime d'attaques racistes de la droite et de l'extrême droite? Mais c'est pas, en fait, non, c'est pas ça la question en fait. C'est ma question. Ce n'est pas maquillé. C'est un argument politique. Oui, alors que vous saviez mais que ça n'était pas pour ça. Quand... Et alors quand il est plus que temps de regarder en face l'injustice, la violence des attaques venues de l'extrême droite relayées ad nauseam dans les médias. Vous parlez donc bien d'injustice et vous semblez cautionner le fait qu'il retire sa candidature pour ces raisons-là et non pas pour les accusations que vous avez entendues. Moi, je suis en lien avec les victimes, d'accord? Les femmes plaignantes.
avec des femmes qui n'ont pas porté plainte et des femmes qui, à ce moment-là, elles ne veulent pas que ça soit public. Donc il y a deux choses. Il y a une chose que nous disons et que je continue à dire et que j'ai dit à ce moment-là, qui est qu'en effet, il y a contre Tahabouaf une campagne faite de racisme et de mépris de classe. La raison véritable, je n'ai à ce moment-là pas le droit d'une certaine manière de le dire. Alors, deux images intéressantes finalement, Jean-Yves. Hein. D'un côté, on a Mathilde Panot, qui est un petit peu penaude finalement sur ce plateau, qui cherche ses mots, qui balbutie, qui répète plusieurs fois les mêmes phrases dans une tentative de se justifier face à une Apolline de Malherbe tout de même combative et qui ne lâche pas le morceau. Et de l'autre, une Clémentine Autain un petit peu plus fourbe et un petit peu plus fine dans sa défense, qui se défend un petit peu mieux, mais tout de même avec quelques difficultés, Jean-Yves. Alors, l'affaire est finalement très simple. Hein. Il a été conduit à retirer sa candidature à Vénissieux, non pas du tout parce que le malheureux était victime d'une campagne raciste de l'extrême droite, mais parce qu'il était victime d'une campagne féministe de ses propres amis. Voilà. Et donc, on a camouflé l'opération en disant « Ah ben c'est les méchants d'extrême droite ». Bah non, c'est pas les méchants d'extrême droite, c'est les méchants féministes, les méchantes féministes, voilà. Et mais on a à peu près cette histoire-là la vérité. A quand même un petit peu moins de gueule, Jean-Yves. Pardon ? Cette histoire-là a quand même un petit peu moins de gueule, Jean-Yves, contrairement à celui du martyr face à l'extrême droite. Ah bah oui, c'est sûr. Victime des féministes, ça n'est que justice. Martyr de l'extrême droite, c'est quand même plus chouette, ça c'est sûr. En tout cas, bravo à Apolline de Malherbe, qui fait son travail d'intervieweuse. Hein. On l'avait déjà signalé dans des émissions précédentes. Voilà. Elle fait le travail, très bien. Elle ne cesse de nous étonner, mais j'ai quand même l'impression, Jean-Yves, que c'est un petit peu à géométrie variable en fonction des invités et de leur bord politique, évidemment. Alors, Jean-Yves, peut-être juste un tout petit mot au sujet de cette apparition médiatique remarquée d'Elisabeth Borne. On regarde ça tout de suite et je vous laisse réagir. Oui. Alors qu'elle quitte justement Matignon, qu'elle est entourée de son gouvernement, Elisabeth Borne répond aux questions des journalistes et elle se laisse aller à une réflexion qu'elle pense à ce moment-là hors de portée des micros. Dans quel état d'esprit vous êtes, Madame le Premier ministre? Sereine et concentrée. C'est important cette journée? Éclat de rire sur le plateau. Alors, on doit passer toute la journée à répondre à des questions cons. J'espère, Jean-Yves, que ce n'est pas ce que vous ressentez lorsque vous êtes en plateau avec moi sur les médias. Ah non, pas du tout. Par contre, ce que je trouve assez amusant, c'est que j'imagine que les rédactions envoient des journalistes suivre le Premier ministre pour le mettre en valeur, et donc on leur dit de poser des questions un peu gentilles. Bon, ils doivent avoir pour mission de poser des questions à la con. Ils posent des questions à la con, et le Premier ministre se plaint en disant on m'oblige de répondre à des questions à la con. Bah oui, mais c'est le job. Il faut bien comprendre qu'elle est là un peu en représentation, elle aussi, quoi. Elle aussi, elle doit faire du docu-fiction. Et oui, aucun membre de la Macronie ne va décidément échapper à cette tendance et à cette nouvelle mode. Alors, autre phénomène marquant et absolument abominable de cette semaine, Jean-Yves, une nouvelle un petit peu plus sérieuse. Les médias se sont placés en véritables défenseurs de la veuve et du djihadiste cette semaine. Je m'explique. Le Point nous apprend, entre autres médias, l'État français rapatrie des enfants et des mères de camps syriens, et voilà comment ils expliquent cette nouvelle. La France vient de rapatrier mardi 5 juillet 35 mineurs et 16 mères présents dans des camps de prisonniers djihadistes en Syrie depuis la chute de l'État islamique, de quoi donner de l'espoir aux familles de voir leurs proches enfermés dans ces prisons à ciel ouvert revenir en France. Je ne sais pas si vous avez bien compris la gravité et la teneur de cette phrase. On cherche à donner de l'espoir aux familles des djihadistes qu'ils puissent revenir en France. Alors, on peut noter que ce rapatriement, entre guillemets, si tant est que la France soit leur patrie, on peut sacrément en douter, a lieu immédiatement après la fin du procès du Bataclan. Fin du procès du Bataclan,
qui a eu aussi pour objet d'évacuer finalement la question de l'islamisme derrière un déferlement de guimauve sur la thématique « Vous n'aurez pas ma haine », puisque ce qu'on mettait en scène, c'était les partis civils qui étaient sur ce créneau-là, qui est le créneau officiel, on peut dire, alors que ceux qui restaient dans une logique de combat des assassins terroristes, ce qu'on peut comprendre, comme Pascal Gerberdin par exemple, et d'autres d'ailleurs, étaient mis de côté à la fois pas totalement du procès, mais en tout cas de la présentation, de la doxa médiatique du procès. C'est intéressant que vous mentionnez les procès du Bataclan, Jean-Yves, puisque finalement on se rend compte en lisant BFM TV que « Vous n'aurez pas ma haine » est un slogan à la vogue. En vogue en ce moment, le journaliste Antoine Léris a ému la critique et le public avec « Vous n'aurez pas ma haine », un récit autobiographique dans lequel il racontait le deuil de son épouse, tuée le 13 novembre 2015 dans l'attentat djihadiste du Bataclan. Je vous laisse regarder un petit extrait pour vous faire une idée. Tu veux que je fasse quoi? Que je m'enferme et que je me colle une balle dans la tête? Monsieur, mon ami était au Bataclan. Merci d'avoir trouvé les mots. Mais vous n'aurez pas ma haine. Voilà, je pense pas qu'on ait besoin d'en rajouter là-dessus, Jean-Yves. C'est tout à fait désolant qu'on voit que les journalistes et les journaux français préfèrent s'attarder plus longuement sur le sort des familles bloquées en Syrie alors qu'elles sont djihadistes, plutôt que sur le sort des victimes des attentats du Bataclan. Oui, alors par rapport à ce film « Vous n'aurez pas ma haine », je pense qu'après la guerre de 14, on a vu les marchands de gloire, c'est-à-dire les gens qui vivaient, Pagnol en avait fait d'ailleurs une pièce, qui vivaient, qui prospéraient dans leur carrière sur le souvenir de leurs proches tués à la guerre. Et là, au fond, on a des marchands de peine, des gens qui finalement exploitent la peine qu'ils ont eue à l'occasion des attentats du Bataclan pour se donner une belle image, un peu le même esprit. Merci Jean-Yves. Nous devions également d'évoquer cette semaine la disparition des JT nationaux de France 3 à compter de septembre 2023. La section du syndicat national des journalistes de France Télévisions a dénoncé une transition brutale vers l'info low cost après la fusion entre France 2 et France 3. Voilà le temps de la disparition. Il y a de l'amertume, c'est un arrachement et pour les téléspectateurs, c'est une perte, nous explique un délégué syndical. Ce qu'on a compris en regardant un petit peu les différents articles de presse à ce sujet, c'était que les JT nationaux du 13h et de 19h30 de France 3 seront remplacés par 24 différents JT régionaux. Oui, mais il y a déjà des JT régionaux d'ailleurs qui fonctionnent avant le JT national de France 3. Donc c'est plutôt une disparition. Bon, alors après... Ça diminue quand même l'offre d'information ou l'offre de désinformation, je ne sais pas. Merci Jean-Yves pour ces bons mots. On passe tout de suite et rapidement à notre deuxième sujet de la semaine. L'Européen est-il en voie de disparition dans les publicités françaises ? Nicolas Faure, mon cher prédécesseur dans Immédiat, a publié le 4 juillet dernier sur sa chaîne Sunrise une vidéo très intéressante intitulée « Les extra-européens sont-ils surreprésentés dans la publicité ?» J'aimerais qu'on en regarde quelques passages ensemble, Jean-Yves, et que vous me donniez votre avis sur le monde à la fois des médias et de la publicité. Les extra-européens sont-ils surreprésentés dans les publicités ? On voit souvent sur les réseaux sociaux des montages qui montrent des dizaines de publicités qui semblent démontrer cette surreprésentation. Il existe de nombreuses marques où les Européens sont un petit peu une espèce en voie de disparition, et on sait aussi que de nombreuses marques à l'image pourtant théoriquement ultra-européenne, comme Barbour ou Ralph Lauren par exemple, ont radicalement changé leur communication. Alors les extra-européens sont-ils plus nombreux dans les publicités que dans la réalité ? J'ai pris l'hypothèse la plus conservatrice selon laquelle il y aurait environ 17% d'extra-européens en France. Sur les 140 publicités analysées sur TF1 et TMC, il y avait 31% d'extra-européens, soit une surreprésentation considérable par rapport aux 17% d'extra-européens dans la population française. Toujours en publicité vidéo, les 50 dernières publicités listées sur le site Culture Pub avaient elles aussi 31% d'extra-européens à l'écran. Voilà, alors là, on a l'articulation entre la publicité
et l'information médiatique. L'information médiatique, elle a tendance à nier, à occulter le réel, et la publicité, elle met en avant un réel rêvé, un réel fantasmé. Ce qui est paradoxal, c'est que l'information va vous dire il n'y a pas de grand remplacement, mais la publicité va montrer un grand remplacement plus avancé que la réalité. C'est tout de même assez paradoxal, sachant, et c'est un point tout à fait important, que la publicité, c'est aussi la source majeure des revenus des médias, et que s'il y a un biais on va dire pro-diversitaire de la part des publicitaires, ce biais exerce aussi une pression sur les médias. Et donc c'est une boucle de rétroaction vers finalement une immigration toujours plus présente, toujours plus nombreuse, à la fois dans la réalité et dans les images. Et toujours plus glorifiée finalement dans les médias de grands chemins, Jean-Yves. J'aimerais qu'on s'attarde dans un deuxième extrait sur la thématique et le sous-sujet des couples mixtes au sein même de cette publicité finalement pro-remplaciste, comme on pourrait l'appeler, Jean-Yves. On regarde tout de suite les explications de Nicolas Faure. Parlons des couples, justement. Intéressons-nous précisément aux couples mixtes. Sont-ils véritablement autant surreprésentés que certains le disent ? Eh bien, sur les 58 couples identifiés sur les diverses publicités télé que j'ai pu analyser, 20 couples sont mixtes, soit un tiers d'entre eux. Même si les données officielles sur ce type de couple n'existent pas, c'est évidemment une très large surreprésentation par rapport à la réalité que chacun peut constater autour de soi. Autre question sur ces couples mixtes, le membre extra-européen du couple est-il plus un homme qu'une femme ? Même si la différence est un peu moins grande que ce que certains pouvaient attendre, il y a bien une surreprésentation des hommes extra-européens. Une différence peut-être légère en apparence, mais qui n'est pas forcément anodine. Alors pourquoi cette surreprésentation des extra-européens est-elle importante à analyser ? Tout simplement car les publicités sont vues par des millions de Français et sont des productions culturelles qui participent à façonner l'imaginaire de ceux qui les regardent. Cette surreprésentation claire du nombre d'extra-européens par rapport à la réalité peut faire évoluer la perception de la norme des spectateurs en leur faisant croire qu'une France avec au minimum 30% d'extra-européens serait la norme. Il y a plusieurs biais, en fait, dans ces publicités. D'abord, bien sûr, il y a des couples mixtes, des couples ethniquement mixtes, il y en a. Objectivement, je ne crois pas qu'il y en ait, on n'a pas de statistiques, mais manifestement, il n'y en a pas 30%. Or, dans les publicités, quand il y a des couples, les couples mixtes, c'est 30%. Bon. Alors, ça, c'est le premier biais. Le deuxième biais, c'est le biais homme-femme, puisque dans ces couples mixtes, il y a 50% de plus d'hommes issus de la diversité, principalement noirs ou arabes, que de femmes. Et donc là, il y a aussi un biais. C'est plutôt l'homme qui est issu de la diversité, entre guillemets, l'homme qui est noir ou qui est arabe, que la femme. C'est aussi un message qui est envoyé, bien sûr. Et puis le troisième biais, c'est à l'intérieur même de la diversité. Vous voyez comme je parle pour le politiquement correct couramment. À l'intérieur de la diversité, il y a plutôt... plus d'Africains que de Maghrébins et très peu d'Asiatiques. Il est vrai qu'il y a aussi moins d'Asiatiques, bien sûr, dans la population, mais malgré tout, il y a toute une série de biais. Hein. Il y a le biais beaucoup plus de couples mixtes que la réalité, beaucoup plus d'hommes issus d'Afrique ou du Maghreb que de femmes, la quasi-absence des Asiatiques qui sont en quelque sorte invisibilisés. Et on doit finalement cette étude à Nicolas Faure, la Fondation Polémia, dont vous êtes le fondateur et le président, également à l'OGIM, l'Observatoire du journalisme. Jean-Yves, c'est une belle preuve de collaboration et d'entraide entre ces différents
différents organismes de réinformation. Voilà, alors c'est effectivement une opération menée ensemble et je vous invite aussi à nous aider parce que c'est un gros travail. Je vous invite aussi à aller voir directement cette vidéo sur YouTube qui est partie très fort et qui a été très rapidement shadow banné. Qu'est-ce que c'est que le shadow banning? C'est l'occultation discrète. La vidéo marche très bien, mais très rapidement, on essaye de la proposer le moins possible parce qu'on a bien compris qu'elle était pas du tout politiquement correcte. Jusqu'ici, elle n'est pas censurée, mais elle est un peu camouflée. Alors, allez la voir, ça vaut le coup. C'est une bonne démonstration avec des images. Et puis, il y a en bonus quelques publicités particulièrement drôles. Donc, allez la voir, ne serait-ce que pour ce bonus. Voilà, merci à Sunrise pour les images. Vous trouverez également dans la description de sa vidéo sa démarche méthodologique et toutes ses sources des propos qu'il tient. C'est quand même franchement agréable d'avoir autant de rigueur intellectuelle, même pour des vidéos courtes de 10 minutes comme celle-là. C'est agréable de trouver ça sur YouTube. C'est la définition. Un coup de chapeau pour conclure cette... on a déjà fait une sorte de mini coup de chapeau là, mais est-ce que vous avez un vrai coup de chapeau pour cette semaine? Alors, j'ai un vrai coup de chapeau. Alors là, je ne vais pas le chercher très loin, je vais le chercher à côté, en vous citant le livre de Martial Bild et Philippe Meillot, Défaire le parti des médias, ce qui est un petit peu notre objet immédiat, et ce qui est aussi, de manière plus générale, l'objet de TV Liberté. C'est un livre de fond, qui se lit très agréablement, donc je vous invite à vous le procurer. Ça complète tout à fait ce qu'on fait en le mettant dans une perspective un peu plus longue, parce que nous on est quand même collés à l'événement, et là il y a un peu plus de recul. C'est un livre que je vous recommande tout à fait. Merci Jean-Yves, merci à tous d'avoir regardé cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, la commenter et la partager. Vous connaissez cette rengaine, c'est pour nous aider avec le référencement. Je tiens également à remercier encore une fois, encore et toujours, nos contributeurs qui nous aident à décrypter et à analyser les JT de la semaine. Merci à vous deux qui n'êtes plus que deux à subsister. Et puis, on se dit à la semaine prochaine, Jean-Yves, et cette fois en plateau avec le plus grand plaisir. En plateau la semaine prochaine. À bientôt.